Dans cette vidéo, nous partirons à la découverte de Jean Pothon de Xaintrailles, l'un des plus grands capitaines français de la guerre de Cent Ans et l'un des compagnons de Jeanne d'Arc. Il fait partie de cette liste très restreinte de 24 capitaines français cités à plusieurs reprises dans les chroniques de Monstrelet sur la période de 1418 à 1443, ce qui lui donne une certaine importance historique. Chevalier gascon, Xaintrailles incarne le courage et la loyauté à une époque mouvementée. Fils de petite noblesse, sans fief, il se distingue sur le champ de bataille grâce à ses exploits et ses tournois, devenant un véritable pilier de la reconquête française face aux Anglais. De la levée du siège d'Orléans au sacre de Charles VII, en passant par la libération de forteresses et d'innombrables duels, Xaintrailles aura marqué l'histoire par sa bravoure et son engagement. Il deviendra même l'un des premiers commandants français de l'armée de métier, celle que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'il devient capitaine d'une grande compagnie d'ordonnance dès sa création. Dans cette vidéo donc, nous découvrirons le destin exceptionnel de cet homme qui, aux côtés de La Hire, Dunois, Jeanne d'Arc, Jean de Beuil et tant d'autres, a contribué à redonner l'espoir et liberté à la France du XVe siècle. Xaintrailles et La Hire, personnages bien plus connus aujourd'hui, dans leur début, formaient un duo de capitaines presque indissociable. Cette association s'explique non seulement par leurs origines gasconnes communes, mais surtout par leur début militaire où ils commandaient conjointement des compagnies de routiers. Bien que la nature exacte de leurs relations personnelles nous échappe, leur long parcours commun suggère un lien de fraternité et de confiance très fort. Jean Pothon de Xaintrailles est qualifié de type parfait de l'homme de guerre au XVe siècle, mais nous verrons que ce portrait idyllique correspond surtout à une époque. Il ne faut pas réfléchir avec nos sentiments d'aujourd'hui, avec une époque différente. La réalité de la guerre de Cent Ans, c'est qu'on ne fait pas la guerre avec de bons sentiments. Et nous pouvons le voir encore aujourd'hui, les conflits de toute époque nous ont montré qu'il n'existe aucune guerre propre, mais on va y revenir plus tard. Xaintrailles est certainement un combattant pragmatique tout autant qu'il est redouté. Pothon de Xaintrailles est souvent désigné simplement comme Pothon dans les écrits et parfois Xaintrailles s'écrit Saintrailles. Il est né aux alentours de 1400, peut-être vers 1390, difficile à dire, certainement en Gascogne et a priori au château de Xaintrailles. Car en effet, il existait un château depuis au moins le XIIe siècle dans ce village. C'est une région alors très disputée au XIVe et XVe siècle entre les Anglais et les Français. D'ailleurs, ils s'affrontent avec des troupes de Gascons. Et s'il est issu d'une petite noblesse, son père était le seigneur de Xaintrailles et il était également apparenté à l'évêque de Bordeaux. La Hire et Xaintrailles figuraient déjà dans l'armée de Bernard VII d'Armagnac en 1415. On les voit notamment lors d'une campagne militaire contre le comte de Foix. Ils étaient en effet liés par des relations de vassalité aux puissantes maisons d'Albret et des comtes d'Armagnac. Et rappelons que depuis l'assassinat du duc d'Orléans à Paris en 1407, les Armagnacs, en réalité plutôt les Orléanais, et les Bourguignons se font une guerre familiale sans merci avec en toile de fond la guerre de Cent Ans. Et évidemment, les Anglais en profitent habilement de cette confusion. À partir de 1418, son rôle dans la lutte contre l'alliance anglo-bourguignonne est jugé essentiel par les chroniqueurs de l'époque. Le héros Berry écrit qu'ils ont accompli de grands faits d'armes dans le royaume, tandis que la chronique martiniane rapporte qu'ils ont rendu au royaume de France de grands et louables services. Mais toujours en 1418, Paris est prise par les Bourguignons, et le comte Bernard VII d'Armagnac est tué dans les combats. Le dauphin Charles doit fuir la ville et échappe de peu à la capture, voire à la mort. Mais malgré cela, La Hire, Pothon de Xaintrailles et d'autres capitaines, partisans du dauphin, continuent de harceler l'armée bourguignonne dirigée par Jean de Luxembourg, ce même Jean de Luxembourg qui captura Jeanne d'Arc à Compiègne en Picardie.
En octobre 1419, les troupes commandées par La Hire et Pierre Pothon de Xaintrailles s'emparent de la ville de Coucy. Pierre Pothon est le frère aîné de Xaintrailles. Il était capitaine du château de Coucy. Il arrive à faire emprisonner les partisans du duc de Bourgogne capturés par La Hire et son frère. Mais un événement au scénario à peine croyable va se dérouler. Car en effet, 2 domestiques, 2 femmes séduites par leurs prisonniers vont trahir Pierre Pothon de Xaintrailles dans un événement majeur. Et ils vont libérer les prisonniers. Ils vont leur ouvrir les portes du château. Au cri de vive Bourgogne. Pris par surprise, ils sont tous massacrés. Les gardes, les portiers, Pierre Pothon et tous les soldats du dauphin qu'ils ont croisés dans le château. Et La Hire, alors dans la ville et non dans le château, tente de reprendre la place, mais en vain, il était trop tard. Et c'est donc à la mort de Pierre Pothon de Xaintrailles que nous verrons apparaître Jean Pothon de Xaintrailles. Et la campagne de La Hire et de Xaintrailles en 1419 leur permet de s'emparer de Crépy en Valois et du château de Classy, consolidant ainsi leur emprise sur le Laonnois et le Vermandois. En représailles de l'assassinat du duc d'Orléans, les partisans du dauphin Charles assassinent le duc de Bourgogne, Jean sans peur, sur le pont de Montereau. Son fils, Philippe le Bon, le succède. En février 1420, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, se rend à Péronne, puis à Saint-Quentin. Les habitants de Saint-Quentin et de Laon le sollicitent alors pour assiéger Crépy en Valois, dont la garnison gastois et d'Estreuzois, le pays d'environ. Le duc envoie alors une avant-garde sous le commandement de Jean de Luxembourg, Hector et Philippe de Saveuse, qui s'établit à Crécy-sur-Serre. Le duc de Bourgogne, avec de nombreux seigneurs picards, décide de diriger personnellement le siège, ce qui marque ses premières armes. La garnison de Crépy, forte d'environ 500 combattants, est défendue avec vigueur par La Hire, Xaintrailles et Dandonnet. Les Bourguignons installent des engins de siège pour attaquer les portes et les murailles. Après 15 jours de siège, les défenseurs se rendent. La Hire, Xaintrailles et leurs hommes obtiennent la vie sauve et se retirent vers Soissons. Crépy en Valois est pillé, démantelé par les Bourguignons. Et un peu plus tard, le traité de Troyes est signé le 21 mai 1420 à Troyes entre Henri V d'Angleterre et Charles VI de France par l'entremise du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, en représailles de la mort de son père. Xaintrailles, assoiffé de vengeance après la mort de son frère, s'unit à La Hire. Ni une ni deux, le duc de Bourgogne envoie rapidement des troupes pour reprendre la place, mais elles sont repoussées. Un certain Tabary le Boiteux, un brigand célèbre qui dirigeait une bande de paysans pour le duc, est tué lors de cet affrontement. Coucy reste donc sous le contrôle des troupes du dauphin. En juillet 1421, à la demande de Jacques II d'Harcourt, gouverneur pour le dauphin Charles de la Normandie, Xaintrailles, Guy de Neil-d'Aufemont ainsi que Guillaume de Flavie, notez bien ce dernier personnage, arrive dans la Somme avec un contingent de 1200 à 1500 cavaliers, majoritairement issus de la garnison de Compiègne. Ils ont traversé la Somme au gué de Blanquetac de nuit et ont surpris la ville de Saint-Riquier en la prenant sans combat. Une fois maître de Saint-Riquier, Xaintrailles, Jacques d'Harcourt, Guy d'Aufemont se sont livrés à des raids continuels dans le Ponthieu. Ils ont étendu leurs ravages jusqu'à la Canche, pillant les villages, s'emparant de Conchy. Xaintrailles a ensuite avancé jusqu'à Outy et pris le château de Tourier, où il établit une garnison. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, furieux de cette situation, quitte Croissy et se rend à Amiens. Après avoir obtenu des vivres et des armes, il envoie Jean de Luxembourg en reconnaissance vers Saint-Riquier. Le duc arrive lui-même avec son armée à Pont-Rémy, qu'il prend après 6 jours de siège le 27 juillet 1421. Après avoir détruit les châteaux de Mareuil, d'Aucourt, le duc se rend à Abbeville. Le 28 ou 29 juillet, il part pour Saint-Riquier avec 6000 hommes et met le siège devant la ville le 31 juillet. En août 1421, alors que l'armée de secours dauphinoise arrive, Xaintrailles quitte Saint-Riquier de nuit avec 11 hommes d'armes d'élite et tente de faire une contre-offensive. Il traverse la Somme à la nage pour rejoindre l'avant-garde. Il amène au gué de Blanquetac. Mais alors que 500 hommes ont traversé la rivière, le duc de Bourgogne se présente avec toute sa cavalerie, coupant le passage au reste des troupes. Xaintrailles se distingue par sa bravoure lors de la bataille de Mont-en-Vimeux.
Il mène une charge impétueuse qui met en déroute le centre de l'armée bourguignonne, mais en définitive, les Bourguignons sont bien trop nombreux. Xaintrailles est capturé par le duc de Bourgogne lui-même. Xaintrailles est libéré en novembre 1421. Le duc de Bourgogne, impressionné par sa valeur, le comble de présents dont une armure et un cheval, et lui donne 500 écus d'or. En échange de sa liberté et de celle de ses compagnons, Xaintrailles accepte de livrer Saint-Riquier aux Bourguignons. On peut probablement penser que Philippe le Bon, partant de générosité, tente de retourner Xaintrailles en sa faveur, et on verra d'ailleurs par la suite que les relations entre le duc de Bourgogne et Xaintrailles sont plutôt bonnes. Il faut dire que celui qui a tué son frère, eh bien c'est Jean sans peur et non Philippe le Bon. De plus, ce dernier semble bien plus commode et plus diplomate. En 1422, Xaintrailles rassemble entre 800 et 1000 combattants à Compiègne pour secourir les garnisons des Rennes. Ils avancent jusqu'à Pierrepont et lors d'une escarmouche contre les Bourguignons, les troupes de Xaintrailles parviennent à rallier leurs rangs et à reprendre leurs prisonniers. Mais leur offensive est stoppée. Dans ces événements, on note la présence de La Hire et Xaintrailles en Picardie pendant plusieurs années, notamment à Compiègne, ce qui va expliquer probablement les événements de 1430 avec Jeanne d'Arc, mais on va y revenir un peu plus tard. Par la suite, le comte de Dunois est devenu leur principal compagnon d'armes, et surtout leur chef, probablement au début par son statut, fils du duc d'Orléans et cousin de Charles VII, mais aussi en grande partie par son comportement au combat, il est fait notamment chevalier bien avant l'âge requis. Et c'est ensemble que ce trio de capitaines vont connaître les premières victoires et défaites qui ont marqué la reconquête du royaume. Ce trio infernal a cependant quelques points communs, la haine de l'anglais et des bourguignons, même si pour Xaintrailles c'est moins évident, comme on va le voir. En 1423, alors qu'il est en garnison à Guise, Xaintrailles participe à un tournoi solennel à Arras contre Lionel de Vandamme, présidé par le duc de Bourgogne lui-même. Le combat, qui dure 2 jours, se solde par un succès indécis. En juillet 1423, à la bataille de Cravant, Xaintrailles est de nouveau capturé. Cependant, grâce à la victoire de la bataille de Brossinières, il est libéré le 17 août grâce à un échange de prisonniers. Le 3 octobre 1423, il s'empare de la ville de Ham, notamment grâce à une échelle alors qu'il y avait une défaillance du guet au château. Mais Jean de Luxembourg revient 8 jours plus tard et reprend la ville. Xaintrailles se replie sur Guise. C'est lors d'un siège ultérieur que Xaintrailles est de nouveau fait prisonnier par Jean de Luxembourg, qu'il a attiré dans un piège. Il est libéré après avoir payé une rançon et accepté de livrer la ville de Guise. À la bataille de Verneuil en 1424, Xaintrailles et La Hire commandent l'une des ailes de l'armée française, composée principalement de Lombards. Leur charge initiale est un succès, mais ils s'éloignent en poursuivant les fuyards. Les Lombards tentent de revenir plus tard, mais voyant la situation désespérée, les Lombards quittent le champ de bataille en définitive. Le bilan est désastreux et l'armée franco-écossaise est lourdement écrasée. Et Xaintrailles d'ailleurs doit son salut à la vitesse de son cheval. Mais étonnamment, cette défaite n'est pas du tout imputée à La Hire et Pothon Xaintrailles. Mieux, ils voient leur importance grandir considérablement au sein de l'armée royale. Cette promotion résulte de 2 changements majeurs provoqués par la défaite qu'on va évoquer dans quelques instants. Mais ce qui est étonnant, c'est que juste après, on voit Xaintrailles un temps au service du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, sans fidélité formelle, peut-être en reconnaissance de sa libération. Il est cependant arrêté par les troupes bourguignonnes en plein pillage au château de Perwez dans l'actuelle Belgique, et alors, à l'époque, en plein territoire bourguignon. Mais encore une fois, il est libéré par le duc de Bourgogne et il reçoit même 235 livres. Malgré qu'il sert les intérêts du duc de Bourgogne pendant un certain temps, il va être assez prudent pour ne pas se retrouver dans une situation contre les intérêts de Charles VII. En tout cas, la bataille de Verneuil n'est pas sans conséquences et semble profiter aux jeunes capitaines Xaintrailles, La Hire et Dunois. Après la bataille de Verneuil, comme je le disais, plusieurs changements vont intervenir. Le premier changement est lié à la situation critique de l'armée française. La défaite de Verneuil fut une hécatombe, anéantissant une grande partie du commandement.
Et face à ce désastre, Charles VII n'a d'autre choix que de promouvoir des capitaines qui n'avaient alors joué qu'un rôle secondaire. Et c'est ainsi que Jean, le bâtard d'Orléans, que La Hire et Potong Xaintrailles furent propulsés au premier plan. Et signe de cette nouvelle stature, la compagnie de La Hire vit ses effectifs augmenter. En effet, des soldats dont les chefs avaient été tués à Verneuil, comme le connétable de France, l'écossais Jean Stuart et le comte d'Aumale, sans compter la capture de Guillaume II de Narbonne. Mais il y a aussi d'autres capitaines qui vont profiter, entre guillemets, de ce désastre, comme Jean V de Beuil, un Tourangeau, sa famille est originaire de Possé-sur-Cisse, qui deviendra un redouté combattant, voire la bataille de Patay et de Castillon. Cette fois-ci, on ne cherche plus uniquement des nobles de haute noblesse, mais surtout des hommes de guerre efficaces, surtout avec une certaine discipline qui va devenir le maître mot de Charles VII. Car la défaite de Verneuil, c'est avant tout une défaite de la discipline française, encouragée, il est vrai, par les Italiens de Lombardie. Le second changement concerne le déplacement des opérations militaires. La Hire et Xaintrailles quittent le nord-est, donc principalement la Picardie, du royaume pour se concentrer sur une zone devenue stratégique, la Beauce et le Maine. Cette région était le principal front entre les Anglais basés en Normandie et les forces françaises du royaume de Bourges. Il se démarque avec La Hire et Dunois au siège de Montargis. En effet, désormais souvent sous les ordres de Jean de Dunois, ils vont emporter plusieurs succès décisifs. La prise de la Ferté-Bernard, la libération de Montargis, assiégée par les Anglais en 1427, et la prise du Mans en 1428. Et en 1428, Xaintrailles participe à la levée du siège d'Orléans, où il est blessé dans les premiers affrontements. Avec La Hire, il mène plusieurs sorties contre les Anglais. Il est notamment l'un des commandants de l'arrière-garde de la bataille des Harengs, le 12 février 1429, qui est un désastre. Il permet cependant à l'armée franco-écossaise de se replier. L'année 1429 constitua un tournant majeur. Au printemps, alors que Jeanne d'Arc rejoignait le dauphin Charles à Chinon, Potong fut parmi les premiers capitaines aux côtés d'Étienne de Vignoles, La Hire et Gilles de Rais à rejoindre les troupes pour libérer Orléans. La Hire est même décrit comme l'un des premiers capitaines à l'avoir accueilli favorablement. Selon une chronique rédigée tardivement vers 1460, La Hire aurait immédiatement promis de la suivre avec toute sa compagnie où qu'elle voudrait le moiner. Après la levée du siège d'Orléans, le 8 mai 1429, La Hire, Potong Xaintrailles continuèrent de combattre aux côtés de la Pucelle, jouant un rôle décisif. Ils participent notamment à la prise de Jargeau le 12 juin et de Beaugency le 17 juin. Et surtout, ils commandèrent l'avant-garde aux côtés de Gilles de Rais, Dunois, maréchal de Boussac, lors de la victoire éclatante de Patay, où leur charge provoqua la débâcle chez les Anglais. Ils figurèrent ensuite dans l'armée de la campagne du Sacre et assistèrent au couronnement de Charles VII à Reims le 17 juillet 1429. Et Xaintrailles en particulier porta les étendards royaux lors du Sacre. Néanmoins, il faut noter que si la collaboration fut effective, elle ne fut pas exempte de friction ou de réticence, en grande partie due au statut des capitaines expérimentés de La Hire et Xaintrailles face à la jeune Pucelle. L'irruption de Jeanne d'Arc fut difficile à accepter probablement pour ses chefs militaires aguerris. Et leur manque de confiance de leur part était palpable, au point que la Pucelle était parfois tenue à l'écart des délibérations stratégiques. Par exemple, le 5 mai 1429, une attaque fut décidée sans la prévenir, car on devait la tenir secret et en doutant que, par Issel, ne fût révélée. Un conseil fut de nouveau réuni, sans elle, après la prise des Augustins. Et une autre tension fut notée en juin 1429 à Beaugency, lorsque Jeanne d'Arc aurait envisagé d'affronter le connétable de Richemont, alors en disgrâce. Elle en fut empêchée par La Hire et d'autres capitaines. Cette intervention de La Hire est interprétée comme une manifestation de la solidarité des capitaines envers leurs connétables, même disgraciés, et révèle un enthousiasme mitigé
à suivre aveuglément la pucelle. Et Xaintrailles, on le retrouve également à la bataille de Montépillois le 14 et 15 août 1429. Encore un tournoi. Au commencement de l'année 1430, Pothon tenait garnison à Clermont. Et pour s'occuper, il envoya défier Pierre de Beaufremont, sire de Charny, l'un des plus fameux jouteurs du parti bourguignon. Philippe Bon fut encore pris comme juge de ce pompeux tournoi où 5 chevaliers de Charles VII combattirent contre 5 chevaliers bourguignons. Cette joute a eu lieu à Arras le 20 février. Le 14 mai 1430, Jeanne d'Arc entre dans Compiègne, qui n'était pas encore assiégée, avec Jean Foucault, Alain Giron, Ambroise de Loré, Geoffroy de Saint-Belin, Pothon de Xaintrailles, Rigaud de Fontaine, Jacques de Chabannes, Pothon le Bourguignon, et on y trouve même un Écossais, Hugh Kennedy. Mais le fond de cette troupe paraît formé d'un contingent italien, sous la conduite de Barthélemy Barletta. Et oui, la guerre de 100 ans est une guerre quasi européenne. Xaintrailles est à Compiègne et donc défend la ville avec Guillaume de Flavy, alors capitaine de la ville, ce même de Flavy qui combattait à Saint-Riquier. Ils se connaissent donc très bien, ce qui n'induit pas forcément une relation de confiance ou de proximité. Ils ont simplement des intérêts communs. Il faut noter que Flavy va refuser de livrer la ville aux Anglo-Bourguignons alors qu'un traité signé par Charles VII l'exige. La présence de plusieurs capitaines proches de Charles VII met en évidence que le roi de France joue probablement un jeu de dupes. Et c'est un point intéressant, car Xaintrailles connaît bien Compiègne, vu qu'il y sera à plusieurs reprises. Il est à noter que Xaintrailles avec la Hire sont des capitaines expérimentés pour lever des sièges, Montargis, Orléans, etc. Charles VII compte probablement sur lui pour mener des campagnes d'harcèlement des troupes anglo-bourguignonnes dans la région. On a donc des opérations dans la région avec Xaintrailles et on a une tentative avortée de prendre Pont-l'Évêque avec 2000 combattants quand même, probablement le 15 mai, et de défendre Choisy-au-Bac vers le 18 mai, défendu par le frère de Guillaume de Flavy. Les troupes françaises doivent se replier, mais Xaintrailles cependant se révèle dans les opérations en capturant Jacques de Brimeux et Valéran de Beauval et écrasant quelques troupes au service du duc de Bourgogne. Après ces 2 tentatives qui ont fini presque par mal tourner, avec la capture de plusieurs Français vite libérés cependant, certains reviennent vers Compiègne. Mais il semble alors que Xaintrailles et d'autres capitaines vont sur Senlis, et Jeanne d'Arc sur Crépy-en-Valois. Est-ce que nous pouvons voir là un désaccord de fond sur la stratégie à suivre entre Xaintrailles et Jeanne d'Arc? Difficile à dire. Ensuite, Soissons est assiégé, mais le capitaine de la place trahit Charles VII en livrant la ville pour 4000 saluts d'or. Le duc de Bourgogne a réussi son coup en prenant la ville sans coup férir au nez à la barbe des troupes françaises, dont Jeanne d'Arc, qui partait notamment pour défendre la ville. Jeanne d'Arc est alors à Crépy-en-Valois, comme je le disais, et elle apprend que Compiègne est en passe d'être assiégée. Jeanne entre dans Compiègne au matin du 23 mai 1430. Mais cette fois-ci, elle entre comme un simple capitaine de guerre. Elle conduisait aux côtés de son lieutenant Barretta une compagnie de soldats mercenaires étrangers. Cette petite troupe se composait de 32 hommes d'armes, 43 arbalétriers et 20 archers. Il y avait aussi son frère Pierre d'Arc, son chapelain Jean Pasquerel, Pothon le Bourguignon, ainsi que 2 pages qui complétaient cette modeste compagnie. Vous l'aurez compris, il semble donc que Xaintrailles n'est plus sur place en tout cas, rien ne permet de le dire aujourd'hui. Et les autres capitaines de renom, comme Ambroise de Loré, n'y sont plus également. Mais je reviendrai dans une vidéo dédiée de la prise de Jeanne d'Arc à Compiègne, donc revenons à Xaintrailles. Et Xaintrailles va donc revenir quelques mois plus tard à Compiègne, afin de faire lever le siège avec Dunois cette fois-ci et d'autres capitaines, et avec au moins 1200 combattants, droits de gens de guerre experts et éprouvés en armes selon une chronique. Et Xaintrailles va être très efficace, il va capturer de nouveaux capitaines anglo-bourguignons dans des combats ravageurs en Picardie, dont un certain Thomas Kyriel qui commande l'armée anglaise à la bataille de Formigny en 1450, voir la vidéo dans cette chaîne. Et donc en définitive, le duc de Bourgogne est contraint de lever le siège de Compiègne car il n'a plus les moyens financiers pour le faire. Xaintrailles participe également à la bataille du Berger où il est capturé avec la Hire, bataille qui a eu lieu 1 an plus tard et qui arrive juste quelques semaines après la mort de Jeanne à Rouen en mai 1431.
Et il est donc possible qu'une partie des troupes françaises était présente pour éventuellement trouver un moyen de la faire libérer. Voir cette vidéo, Charles VII a-t-il abandonné Jeanne d'Arc? Et Xaintrailles est échangé contre John Talbot, qui avait été fait prisonnier à Patay, et il retrouve sa liberté, tandis que La Hire est enfermé au château de Dourdan. Après sa libération, il reste en Champagne, où ses troupes se livrent à des pillages. La carrière de Potong Xaintrailles alterne entre honneur de la cour, des champs de bataille et autres responsabilités administratives. En effet, après sa libération, il assume d'importantes fonctions pour le royaume. Il est d'abord nommé sénéchal de Limousin en 1433, un poste qu'il occupe pendant 4 ans avant d'être promu bailli du Berry en 1437. Et en 1435 surtout, il participe aux côtés de La Hire à l'expédition qui conduit à la victoire de Gerberoy, où le comte d'Arondel, qu'il avait capturé notamment à la bataille du Berger, est mortellement blessé. Mais il arrive un événement qui va avoir un impact majeur pour la suite. Cet événement majeur, eh bien vous l'aurez compris, c'est le traité d'Arras, qui a pour effet, pour certains capitaines, un appauvrissement des opérations militaires et donc un aspect financier non négligeable. La même année, il prend part donc à des expéditions de pillage en Artois au mépris de la trêve d'Arras. Retenons néanmoins qu'il pillait les territoires sous domination anglaise ou anglo-bourguignonne, en évitant les territoires sous protection de Charles VII. D'une manière générale, la seconde moitié des années 1430 marque une accalmie dans l'activité militaire de La Hire et Xaintrailles. La principale raison est la signature du traité d'Arras en 1435 qui met fin au conflit entre le roi de France et le duc de Bourgogne. Cette paix, combinée à la reprise de Paris en 1436, réduit le nombre de batailles et prive les capitaines de leur cible de pillage habituelle. Et cette situation crée un nouveau problème, la gestion des nombreuses troupes de soldats sans solde, les écorcheurs, qui se tournent vers le pillage pour survivre. Et en 1437, Xaintrailles est nommé premier écuyer d'écurie du roi. Il participe à l'entrée solennelle de Charles VII à Paris, portant le heaume du souverain. La même année, il devient donc bailli du Berry, comme je le disais tout à l'heure. Et pour contrôler les écorcheurs, Charles VII ordonne à ses capitaines de les affronter, directement si nécessaire, comme il le demande notamment à La Hire en 1438. Et s'ils ne les affrontent pas, eh bien d'en prendre le commandement, ce que firent La Hire et Xaintrailles durant l'hiver 1438-1439. Charles VII a tout à fait compris le danger des écorcheurs. Il trouble l'ordre public par divers crimes tout en constituant une force que le roi espère rallier pour mieux résister aux Anglais. La sécurité de personnes acquise au roi est aussi un levier essentiel, d'autant plus que les Anglais pillent sans scrupule, parfois même des populations qui leur sont acquises. Charles VII espère montrer à la population qu'il vaut mieux soutenir le roi de France. Et à Patay, mais surtout à Formigny, voir les vidéos sur cette chaîne, on observe comment ville et village tentent de chasser les Anglais, voire d'anéantir les troupes anglaises profitant de leur débâcle. En Normandie, Thomas Bazin, évêque de Lisieux, dira que le seul remède c'est le départ des Anglais. C'est dire que la sécurité est un facteur important. Charles VII en a conscience. Jean de Dunois, lors de la reconquête de la Guyenne, actuelle Nouvelle-Aquitaine, pour résumer, interdira également tout pillage après la prise de Bordeaux au milieu du XVe et demandera expressément que tout doit être payé. En clair, le pillage est interdit sous peine de sanctions sévères. Et comme d'habitude, en dehors des champs de bataille, Jean Potong de Xaintrailles participe régulièrement à des tournois, où il montre une grande habileté et un panache reconnu par ses contemporains. Il participe notamment à celle de Nancy en 1445, où il joue en présence de Charles VII, roi de France et de la reine. À Chalon-sur-Marne, toujours en 1445, Chinon en 1446, ou Saumur, toujours en 1446. Et ces affrontements, bien que rudes, se concluaient rarement par des blessures graves, et se terminaient souvent dans la convivialité. Au début des années 1440, les hostilités contre les Anglais reprennent en Normandie et en Aquitaine. La Hire Xaintrailles participe à toutes les opérations d'envergure. Mais La Hire meurt, peut-être d'épuisement ou de maladie, en 1443 à Montauban. Potong de Xaintrailles, de son côté, partage son temps toujours entre la guerre et les joutes, ce qui lui permet de conserver une position privilégiée à la cour, notamment après les trêves de 1444 qui raréfient les batailles.
Mais Xaintrailles, grâce à ses talents militaires et sa position à la cour, devient l'un des chefs d'armée les plus respectés. En 1445, lors de la réforme de l'armée, il est nommé capitaine d'ordonnance, une fonction qu'il gardera jusqu'à sa mort. C'est donc l'un des premiers commandants français de l'ancêtre de l'armée de métier que nous connaissons aujourd'hui. En 1449, il prend part à la campagne de Normandie sous les ordres de Dunois, alors lieutenant général des armées du roi. Il participe au siège d'Harcourt, Rouen, Bellême, Lisieux, Caen et Falaise. Il joue ensuite un rôle clé dans la reconquête de la Guyenne, négociant sous les ordres de Dunois la reddition de Bordeaux en 1451. Il semble alors présent aussi à la bataille de Castillon, qui met un terme définitif à la guerre de Cent Ans avec la mort du légendaire Talbot. Son engagement sans faille est finalement récompensé par le titre de maréchal de France en 1454. Revenu dans sa ville natale, il entreprit la reconstruction du château familial que nous voyons toujours aujourd'hui et exerça des responsabilités de gouverneur militaire dans sa région. Et pour finir cette vidéo, on va revenir un petit peu sur Jeanne d'Arc et Xaintrailles, car un fait notable et surprenant est l'absence de Pothon de Xaintrailles lors du procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc. Alors que d'autres capitaines, comme Dunois, ont été appelés à témoigner, Xaintrailles, lui, n'a pas été convoqué. En tout cas, on n'a aucune trace. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Jean de Beuil, amiral de France, n'est pas convoqué également, et d'autres capitaines sans qu'on en connaisse les raisons. Quant à La Hire, malheureusement, il est décédé quelques années auparavant à Montauban, il est donc impossible de savoir s'il y aurait participé. Et cette absence soulève plusieurs questions et hypothèses. Une réticence initiale, est-ce lié au fait que La Hire et Xaintrailles étaient au début de siège d'Orléans très réticents à servir à la pucelle? On peut le voir notamment lors de l'arrivée du duc de Richemont, alors en disgrâce auprès du roi, où Jeanne, prête à le combattre dans un premier temps avant de se raviser suite au désaccord des capitaines. On peut remarquer aussi qu'au début des opérations à Orléans, lors de l'arrivée de Jeanne d'Arc, les capitaines tentent de se passer de ses conseils. Et puis, lors de son procès à Rouen, Jeanne d'Arc ne mentionne que La Hire dans ses dépositions. À aucun moment, elle ne parle de Xaintrailles, alors que celui-ci était bien présent au siège d'Orléans, au Sacre de Reims et à ses côtés, et puis surtout à Compiègne quelques jours avant sa capture en 1430. Son témoignage aurait donc pu être probablement très intéressant. L'autre problème pour Xaintrailles, c'est qu'il a un second rôle dans les chroniques. Il semble que La Hire ait davantage attiré l'attention des chroniqueurs de l'époque. Xaintrailles, bien que capitaine reconnu, était souvent mentionné en présence de son compagnon d'armes, comme s'il était dans son ombre dans certains épisodes, malgré qu'il soit nommé maréchal. Et s'il reste aujourd'hui difficile d'avoir un avis définitif, la non-présence de Pothon de Xaintrailles au procès de réhabilitation suggère que son avis devait avoir au minimum des dissonances sur certains aspects qui n'entraient peut-être pas dans un procès de réhabilitation dont l'objectif était sa réhabilitation politique, religieuse, mais pas forcément militaire. Jean Pothon de Xaintrailles meurt le 7 octobre 1461, quelques mois après la mort de Charles VII. Resté sans descendance, il légua ses domaines à sa nièce Béatrice de Pardaillan, dont les héritiers conservèrent la seigneurie de Xaintrailles jusqu'au règne d'Henri IV. Il aura eu tout de même la chance de connaître la fin de la guerre de Cent Ans. Considéré comme l'un des plus grands capitaines de la guerre de Cent Ans, moins connu que ses contemporains, comme Dunois, La Hire et d'autres, Pothon de Xaintrailles incarne le modèle du chevalier fidèle, courageux et dévoué, mais aussi un terrible combattant et pilleur, comme la majorité d'ailleurs des capitaines de son époque. Mais il ne faut pas transposer nos ressentiments d'aujourd'hui avec ceux de leur époque. Compagnon de Jeanne d'Arc, plus par nécessité et ordre que par volonté manifestement, maréchal de France, artisan de la victoire française, il symbolise l'idéal du chevalier sans peur, mais pas sans reproche, au service du roi et du royaume. Voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à en parler. Ce genre de vidéo est très difficile à réaliser pour que ça soit le moins ennuyeux possible. Je vous dis à bientôt et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici.